qui nous attendent. Et je vois, normalement, vous venez de recevoir une invitation pour enregistrer la soirée. Du coup, j'ai fait un petit rappel. On a décidé d'enregistrer la soirée, la réunion pour repartager sur les réseaux sociaux. Peut-être que pas tout le monde il était disponible ce soir. Si jamais vous ne voulez pas être enregistré, ben, il suffit d'attendre votre caméra et d'écrire les questions sur la chat. Salomé il va les lire plus tard et ça, il ne sera pas enregistré du coup. Mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde avec la caméra. Du coup, il n'y aura pas de soucis. Alors, on ne va pas perdre trop du temps dans l'introduction. Pour vous, ce soir, on a pensé de présenter la maquette de l'internat et un peu l'internat et les domaines de la santé publique en général. Puis, on a la chance d'avoir 4 intervenantes qui vont expliquer un peu dans les détails 4 domaines de la santé publique. Aussi, on verra qu'il y a beaucoup de domaines, mais on a choisi 4 domaines pour la soirée. Je laisserai les intervenantes se présenter plus tard. Et enfin, la plupart de la soirée, c'est vraiment dédié à vous, aux futurs internes, pour répondre aux questions qui vous avez. Alors, si Cécile, la vice-présidente, il est prête, j'arrête mon partage et je lui laisse la parole. Normalement, c'est bon. Alors, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Vous voyez bien, c'est bon? Oui, Cécile, c'est parfait. Eh bien. Donc, moi, c'est Cécile Ferriot. Donc, je suis interne fin d'internat et je suis vice-présidente du CLISP et donc je vais vous présenter l'internat de santé publique et puis également la médecine de santé publique. Donc, j'imagine que ce soir, il y a des internes qui ont peut-être déjà choisi, qui vont bientôt choisir santé publique, et puis d'autres qui sont peut-être là pour un petit peu aussi découvrir ce que c'est et avoir des infos. Donc, pour l'objectif, finalement, de la santé publique, c'est d'améliorer la santé des populations. Et en fait, pour ce faire, les médecins de santé publique vont avoir différents bagages, leurs connaissances cliniques, et puis également des compétences qu'ils vont pouvoir développer au sein de différents domaines de la santé publique, donc des connaissances qui vont être assez transversales, avec pour pouvoir utiliser dans plein de domaines, et puis des connaissances également spécifiques au sein des domaines. Et puis, c'est également un métier qui est assez riche, puisqu'on va pouvoir être en interface avec plein de métiers et collaborer avec plein de professionnels différents, de différents domaines. Donc, c'est au niveau, quand vous étiez au sein des services, vous étiez plutôt auprès des infirmiers, des aides-soignants, que là, ça va être aussi auprès d'ingénieurs, de biostatisticiens, de chefs de projet, de personnes qui vont plus faire de la politique. Voilà, ça va être assez varié comme collaborateur. Donc, je vais maintenant parler un petit peu plus des domaines, donc, qui sont assez nombreux, comme vous pouvez le voir. Donc, ils sont assez nombreux et aussi assez connectés finalement d'un domaine à l'autre. Et ben, il va y avoir des choses qui vont un peu se recouper. Et on aurait pu faire encore plus de liaisons que sur ce graphique, mais finalement, sur ce schéma, ça aurait été illisible. Comme domaine, on peut citer l'administration de la santé, qui va notamment y avoir un petit peu plus d'organisation des soins, gestion de crise, mais également un aspect aussi sur ce qui va être plutôt financement et économie. L'hygiène hospitalière, qui va être un autre domaine, et plus globalement aussi la gestion du risque infectieux. Donc là, Fabiana vous en parlera juste après. La qualité et sécurité des soins, si vous avez peut-être dans vos révisions eu avec la HAS, la certification, les indicateurs, tout ça. Donc, il y a également des médecins de santé publique qui vont travailler dans ce domaine-là. Un autre domaine, la promotion de la santé. Donc là, c'est Cynthia qui va vous en parler avec un peu plus de précision tout à l'heure. Également la recherche clinique.
Donc, aussi bien de la recherche en santé publique, mais également de l'appui à la recherche clinique, aussi bien côté de la méthodologie des projets, de l'analyse des données. Et puis, il y a de plus en plus de bases de données qui vont être très importantes avec des données de santé. Là, il va y avoir également des médecins de santé publique qui vont pouvoir les analyser. Un autre domaine qui est assez connu maintenant, même de plus en plus avec le contexte sanitaire, c'est l'épidémiologie. Donc là, c'est Yves qui vous en parlera par la suite. La santé et l'environnement, c'est un domaine qui est de plus en plus présent avec notamment tout ce qui va être analyse d'exposition à des polluants, mais aussi relié avec la promotion de la santé sur, par exemple, des conseils pour les peintures pour la chambre d'un futur enfant. Voilà, ça va être assez varié. Et puis, puisque la santé ne va pas s'arrêter aux frontières d'un pays, que les politiques de santé vont avoir un impact aussi plus qu'au niveau national. Il y a finalement un domaine de santé globale, finalement santé mondiale aussi. Et là, c'est Cécile qui vous en parlera par la suite. Donc là, et puis il y a encore des domaines, plein de sous-domaines, de surspécialisation dans certains domaines, et, voilà, qui ne sont pas marqués là et que vous allez pouvoir aussi découvrir au fur et à mesure. Au niveau des structures, les domaines sont variés. Finalement, les structures dans lesquelles peuvent exercer les médecins de santé publique et qui sont aussi lieux de stage pour les internes de santé publique vont être très variés. Donc, ceux vous connaissez peut-être déjà le plus, ça va être ceux au sein des établissements publics de santé, notamment au sein donc, des hôpitaux, puisque c'est les professeurs universitaires qui font souvent les cours dans les facs. Donc, vous les connaissez peut-être déjà un petit peu. Il y a également donc, tout ce qui va être administration publique, aussi bien les agences nationales, les agences régionales de santé, le ministère de la Santé, ça peut être aussi la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc, il y a également des organismes de recherche, qu'ils soient publics ou privés. Donc, des médecins de santé publique vont exercer dans des unités INSERM ou au sein de l'Institut Pasteur, par exemple. Il y a également des services de prévention, promotion de la santé. Donc là, ça va être un peu plus, il va y avoir un peu plus de clinique, puisque en tant que médecin de santé publique, on peut garder aussi une partie d'exercice clinique. Donc là, on va avoir de la médecine scolaire, tout ce qui va être des soins, les services de santé universitaires, les organismes de protection maternelle et infantile. Et puis, il y a également en lien avec la santé mondiale, les institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, il y a d'autres également structures où exercent des médecins de santé publique, comme l'industrie pharmaceutique. Il y a également des sociétés privées, par exemple de conseil, des ONG, des associations. Donc, c'est assez varié aussi, tout comme les domaines. Et donc, ce qui fait que l'offre de stage est aussi très diversifiée, puisque en France, c'est présent donc, dans toutes les villes, toutes les subdivisions. Et après, chaque domaine, il y en a qui vont se retrouver dans toutes les subdivisions, et d'autres subdivisions qui peuvent avoir quand même quelques domaines qui vont être un peu plus spécifiques. Et puis, il y a également une possibilité de faire des stages à l'étranger. Si on s'attarde un petit peu sur la maquette, donc c'est un internat qui est en 4 ans. Donc, une première année de phase socle, de 2 semestres, sur laquelle il faudra valider cette phase socle. Puis après, la phase d'approfondissement, qui dure 2 ans, et dans laquelle il va falloir valider sa thèse pour pouvoir passer dans la phase de consolidation. Donc, la dernière année, vous serez docteur junior. Et puis ensuite, du coup, vous validerez également votre DES. Si vous souhaitez, il y a également de proposer de réaliser l'option administration de la santé qui dure 1 an ou une FST, donc une formation spécialisée transversale. Celles qui sont le plus réalisées en santé publique, ça va être la dictologie, l'hygiène, la pharmacologie, la médecine scolaire ou la bioinformatique médicale, par exemple. Et donc, que ce soit la FST ou l'option, ils vont rajouter 1 an d'internat
Donc, votre internat durera 5 ans et cette année supplémentaire sera réalisée pendant la phase d'approfondissement. Ainsi, votre thèse devrait être passée avant la fin de la 4e année pour que, toujours pour la phase de consolidation, vous soyez thésé pour être docteur junior. Donc, si on parle maintenant un peu des avantages de cette spécialité, donc comme vous avez pu le voir, c'est une spécialité avec vraiment de grandes possibilités, avec de nombreux domaines, ce qui fait que les parcours des internes sont très variés et les parcours des médecins de santé publique le sont encore plus. Ce qui fait que la maquette est assez polyvalente justement pour pouvoir s'adapter au projet de chacun. On peut tous vraiment trouver son compte dans la santé publique et puis construire la maquette en fonction de son projet. Comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir le rôle d'interface amène à avoir des interlocuteurs vraiment très variés, des échanges très riches avec des corps de métier qui vont être différents de ceux de l'hôpital et vraiment avec une ouverture vraiment vers d'autres domaines, même d'autres domaines que la santé et hors des hôpitaux. De plus, je vous ai parlé également un petit peu de l'activité clinique. Il y en a qui vont vraiment souhaiter en garder une, alors que d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est assez modulable. Après, en fonction des villes choisies au niveau de l'internat, il va y avoir plus ou moins, par exemple, de garde. Certaines, il n'y en aura pas du tout, certaines, il y en aura un peu plus. Et puis, même pendant votre internat, si vous souhaitez garder de la clinique, il y a des stages où vous allez pouvoir en faire plus que dans d'autres. Donc après, c'est en fonction des souhaits de chacun. Et puis après, en tant que médecin, forcément, on peut en garder plus ou moins comme on souhaite également. C'est également une spé où finalement, qui est assez bienveillante, hein, que ce soit les médecins de santé publique envers les internes, entre les internes. C'est vraiment agréable d'être en santé publique. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais pour les internes, normalement, ont 4 jours en fait, où ils doivent être dans les services, dans le stage, et une journée de formation. Et cette journée de formation en santé publique est assez bien respectée. Et puis, finalement, quand vous voyez tous ces domaines, il y en a peut-être plusieurs qui vous tentent. Et puis, au cours de votre carrière, il y en aura aussi peut-être un qui ne vous tentait pas forcément au début, qui va vous tenter après. Et c'est assez finalement possible. Il y a de nombreuses possibilités d'évolution, d'opportunités pour changer, d'aller d'un domaine à un autre. Il y en a qui vont commencer par la qualité, qui vont aller après peut-être dans la gestion du risque infectieux, puis aller vers la promotion. Enfin voilà, c'est des parcours de médecins qui sont assez très variés et c'est complètement possible de faire ça. C'est un peu à la carte. Donc, si vous voulez plus d'infos, il y a cette plaquette qui a été aussi diffusée sur les réseaux sociaux. Vous connaissez peut-être déjà. Donc, avec plus d'infos sur les différentes phases de l'internat et puis différents outils qui peuvent vous être utiles. Et puis, si vous souhaitez un peu plus d'informations sur l'option administration de la santé et les FST, vous retrouvez également toutes ces informations. Et puis, sur les réseaux sociaux, on est assez présent, comme vous peut-être l'avez déjà constaté. Donc, s'il y a besoin, vous trouvez plein d'infos. Et puis, forcément, dans la suite de notre visio, vous allez pouvoir échanger et poser toutes vos questions. Merci pour votre attention et je leur laisse la parole à Carola. Merci Cécile. Ta présentation était très chargée, mais tout très intéressant. Puis je pense que notre collègue et futur collègue aura des autres questions. On pourra répondre à fur et à mesure. Je ne vois pas la chat pour l'instant, oui, discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire à fur et à mesure. Et puis, après les interventions, on aura le temps de tout lire et de reprendre. Du coup, je vois que notre intervenants, ils sont presque tous arrivés, mais étant donné qu'on a le temps, je souhaite vous proposer de faire un petit tour de table des internes qui sont présentes, juste pour savoir effectivement qui est là, quelle ville. Peut-être que ça va aider les futurs internes à poser les questions. Quelque chose de rapide, je propose juste de dire notre nom, semestre et ville de subdivision. Et je vois que aussi les questions commencent à arriver. Du coup, si vous préférez, je m'appelle et vous vous présentez. Je vois que la dernière intervenante est arrivée. Et comme ça, puis je laisse la parole aux intervenantes. Alors, je commence par Salomé, qui c'est la première dans...
Bonjour à tous, moi c'est Salomé, je suis la référente communication du CLISP et je suis interne à Lille. Merci Salomé. Alors, secrétariat du CLISP, du coup, Lucia Rodriguez, s'il a le temps de se présenter. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'attend. Donc moi c'est Lucia, je suis interne en deuxième semestre et je suis à Lyon. Merci Lucia. Alors, si je vois des autres internes, je vois que Kylian, il était avec nous juste avant, mais je ne le vois plus. Kylian, il est référent pour la subdivision de Bordeaux. Peut-être qu'il va revenir. Ah oui, Kylian, désolé, je ne te voulais pas. Ah oui, Kylian, désolé, je ne voulais pas. Moi, je suis Kylian, ouais, vous m'entendez? Oui, c'est moi que j'ai un retour, peut-être. Oui, c'est moi que j'ai un retour, peut-être. Donc, je suis Kylian Klein, je suis le référent des internes de santé publique de Bordeaux et je suis actuellement en quatrième semestre. Merci, Kylian. Alors, je pense qu'on a fait un peu les tours des internes présents. Et du coup, je demande aussi aux intervenantes de se présenter et si l'on souhaite, qui souhaite commencer, peut aller. Alors, on a dit qu'on a 4 intervenantes pour l'hygiène, la promotion de la santé globale et l'épidémiologie. Du coup, je vois Fabiana, est-ce que tu veux commencer? Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Je suis Fabiana Cazzola. Je suis interne au deuxième semestre d'FST, donc en plein de ma phase d'approfondissement. Et je suis interne à Grenoble. Et je suis la future référente de Grenoble pour le CLISP pour l'année prochaine. Voilà. Merci. Je laisse Cynthia se présenter et puis on parlera des domaines. Bonjour, moi c'est Cynthia Hurel, je suis en fin d'internat en phase de consolidation à Rennes. Et du coup, je vous parlerai tout à l'heure de promotion de la santé. Merci Cynthia. Cécile, je ne vois pas, mais il doit être là. Est-ce que vous voyez Cécile? Je suis en train de faire aller-retour. Oui, bonjour à tous. Donc, Cécile Longchamp, moi je suis interne de santé publique à Paris en dernière année, avant-dernier semestre. Et je vais vous parler plus de santé globale. Là, je suis actuellement au Sénégal. Merci Cécile. Et enfin, le dernier intervenante, Yves. Bonjour à tous, Yves Gallien, je suis interne à Paris en sixième semestre et je suis aussi vice-secrétaire chargé des affaires nationales au CLISP. Merci Yves. Du coup, la chose que je propose est laisser à chaque intervenante presque 5 minutes pour parler du parcours et du coup du domaine pour lesquels ce soir vous étiez ici. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur l'expérience plus importante en 5 minutes et puis de laisser tous les autres détails et les autres expériences parce que normalement, notre internat, ils sont très, très riches et variés au moment des échanges avec les futurs internes. Du coup, je n'ai pas un ordre de préférence. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de commencer? Je peux commencer si vous voulez, comme ça. Allez, Fabiana, je te laisse la parole. Alors moi, donc je dois vous parler de l'hygiène hospitalière. C'est probablement un des choses qui sont un peu le plus connues à côté de la recherche clinique et de l'épidémiologie en santé publique. Donc en gros, en hygiène hospitalière, on s'occupe de faire la surveillance des maladies infectieuses, donc de la gestion du risque infectieux à l'hôpital. Et il y a beaucoup un travail avec les équipes, donc d'échange, de compréhension, d'investigation. Et ça reste un travail qui est beaucoup sur le terrain par rapport à d'autres thématiques de la santé publique. Et c'est un travail beaucoup d'équipes aussi. Donc on a besoin vraiment des compétences de communication, d'échange, euh, vraiment oui, et d'épidémiologie aussi pour faire un peu de surveillance épidémiologique. Et actuellement, moi, je suis en FST d'hygiène. Donc, l'FST, c'est un année en plus qu'on rajoute
à l'internat qu'on fait entre la phase d'approfondissement et de consolidation. Et donc, ça me permet en fait de faire 2 stages de 6 mois en plus sur la maquette et qui sont centrés sur l'hygiène. Et donc, justement, ça rajoute de l'expérience qu'on peut mettre sur le CV. Et une expérience qui est bien appréciée quand même quand on demande des postes à l'hôpital au sein d'un service d'hygiène. Parce que finalement, l'hygiène, c'est vraiment une thématique qu'on apprend sur le terrain. Il y a quand même de la théorie, bien sûr, à apprendre sur les protocoles, sur les règles, en fait, en général, mais il y a quand même beaucoup de pratiques. Et les réflexes à avoir pour faire des investigations d'hygiène, finalement, ce sont des choses qu'on apprend vraiment sur le terrain. Et donc voilà, donc probablement il y a pas mal d'externes qui passent pendant les stages d'externat en hygiène, donc probablement vous avez déjà pu voir avec ça. Et voilà, je pense que sur l'hygiène, c'est un peu une présentation générale. Après, ça dépend aussi beaucoup du type de service d'hygiène, parce qu'on a par exemple des services d'hygiène en CHU, des services d'hygiène dans des hôpitaux périphériques. On peut faire aussi de la surveillance épidémiologique, que ça soit pas forcément lié à l'hygiène hospitalière, mais dans des services, dans des institutions extérieures, comme par exemple le CEPIAS, qui c'est on va dire le centre qui s'occupe de la gestion des infections nosocomiales. Et donc finalement, ça reste la surveillance épidémiologique au sein de l'infectieux, ça reste un peu des thématiques variées qu'on peut traiter dans différents endroits. Donc je pense que je vais m'arrêter avec ça, et s'il y a des autres questions sur la thématique, on va répondre au fur et à mesure. Merci Fabiana, je n'ai pas contrôlé le temps, mais tout était parfait. Et je propose à Cynthia de prendre la parole pour la promotion de la Merci. santé. Comme ça, on fait dans l'ordre du diapo. Mais je vais essayer de ne pas dépasser les 5 minutes comme l'a très bien fait Fabiana. Mais c'est difficile quand on est passionné par ce qu'on fait. Du coup, moi, je me suis orientée sur la promotion de la santé et la prévention. Donc, globalement, je dis promotion de la santé qui est beaucoup plus large que la prévention. Mais grosso modo, le but, c'est de permettre aux populations d'avoir plus de moyens d'améliorer et de favoriser leur santé. Donc, c'est des moyens individuels, c'est des connaissances, mais pas seulement des connaissances, des compétences pour leur santé, mais c'est aussi de pouvoir agir sur leur environnement. Donc, la promotion de la santé, vous avez eu les bases des bases avec le service sanitaire, mais je crois que vous étiez la première promo, donc ça a été fait très rapidement dans un cadre un peu concret. Mais l'objectif, c'est d'agir à la fois sur les politiques, sur les environnements de vie, sur les compétences individuelles, mais aussi de favoriser tout ce qui est santé communautaire, c'est-à-dire le pouvoir d'agir de chacun. Des individus et des populations. Donc, en fait, c'est très large et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que vous allez être amené à travailler vraiment très largement en dehors du secteur du soin. C'est une partie de la santé publique qui vraiment dépasse la médecine. Donc, vous êtes toujours médecin, mais vous y rajoutez plein de compétences et vous pouvez aller travailler avec des urbanismes, avec des architectes, avec des professionnels de l'éducation nationale, avec voilà, plein d'autres secteurs qui ont un rôle aussi extrêmement important à jouer dans la santé. Parce que la part du soin, en fait, du curatif, c'est seulement une toute petite partie de ce qui fait notre santé. C'est très cher, ça demande des compétences très techniques, etc. Mais c'est vraiment une petite partie de notre santé. Du coup, la promotion de la santé, quand on le fait en tant qu'interne ou médecin de santé publique, c'est aussi très intéressant parce qu'on peut mêler des approches opérationnelles de terrain, de mise en œuvre ou d'accompagnement à la mise en œuvre d'actions et d'interventions. Il y a pas mal d'accompagnements méthodologiques, de formation, etc., ou de décisions sur les politiques, mais on peut être aussi sur le côté recherche et évaluation, et on peut tout à fait mêler les deux. Et la recherche en promotion de la santé, l'évaluation, c'est hyper important et ça a beaucoup d'avenir. On le voit très bien dans les rapports qui sortent, etc.
c'est une recherche qui doit prendre en compte la complexité. Ça ne veut pas dire que c'est une recherche qui est super compliquée, ça veut dire que c'est une recherche qui est pleine de défis, qui doit mobiliser différentes méthodologies de recherche, différentes disciplines, différents cadres théoriques, puisqu'en fait, on ne peut pas juste isoler l'effet de l'intervention, il faut vraiment regarder tous les mécanismes, regarder tout le contexte de l'implémentation, etc. En mobilisant notamment les sciences humaines et sociales et tout. Ce n'est pas juste le simple essai randomisé en double aveugle. Enfin, je dis simple, mais ce n'est pas simple un essai randomisé en double aveugle, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Concrètement, ça va être moi, j'ai été surtout au cours de mon internat sur le côté un peu recherche-évaluation, par exemple des diagnostics de santé en allant interroger par questionnaire, mais par entretien individuel ou entretien de groupe, des adolescents, des enfants, des professionnels de la ville, des professionnels de l'éducation, des professionnels associatifs sur quels sont les besoins et quelles actions peuvent être mises en place dans un quartier. J'ai aussi étudié tout ce qui est pratique professionnelle et formation autour de la promotion de la santé. Il y a d'autres parcours où vous avez peut-être vu la vidéo de portrait de Maud Giacopelli. C'est un exemple aussi où elle mêle activité clinique et activité de projet de fond de la santé publique. C'est des 3 vidéos de portrait là. Et du coup, elle mobilise énormément tout ce qui est promotion de la santé, déterminant de la santé, éthique de la promotion de la santé, qui est hyper important. Il y a aussi, en ce moment, je suis en éducation thérapeutique, donc on accompagne les équipes pour monter des projets d'éducation thérapeutique et même plus largement d'éducation pour la santé. Ça se développe beaucoup, tout ce qui est promotion de la santé en CHU, avec aussi des exemples justement autour de la santé-environnement. Donc voilà. Et puis au cours de mon internat, donc j'ai fait ça, mais j'ai fait aussi d'autres choses. Je me suis un peu perdue volontairement. C'est un conseil que je fais, c'est perdez-vous un peu au début de votre internat. La promotion de la santé m'intéressait, mais je suis allée découvrir l'épidémio, l'information médicale, je suis allée découvrir vraiment la qualité sécurité des soins, qui est en fait hyper intéressant comme domaine, tout ce qui est évaluation des pratiques professionnelles. Et puis, je me suis recentrée sur la promotion de la santé en faisant un Master 2. Donc, j'ai rallongé aussi un peu mon internat avec un Master 2 à l'École des hautes études de santé publique qui est à Rennes. Donc, voilà, pour faire bref, je serais ravie d'en parler un peu plus en détail. Puis, je vais m'arrêter là parce que je ne sais même pas si j'ai déjà dépassé les 5 minutes, mais voilà. Je ne suis pas en train de contrôler, mais j'aime bien trop la définition de se perdre au début de l'internat. C'est vrai, c'est comme ça riche qu'il faut se perdre pour découvrir et puis se recentrer, choisir un peu son domaine, ou pas forcément un domaine seulement. Mais on aura le temps de développer le sujet. Et si jamais quelqu'un n'a pas vu les vidéos duquel parlait Cynthia, vous pouvez les récupérer sur le... Oui, c'est ça, je vois qu'il vient de rentrer sur le compte Instagram ou Facebook du CLISP. Alors, je laisse la parole à Yves, comme ça Cécile terminera puis les témoignages par la santé globale. Ouais, bonjour à tous. Du coup, je suis censé vous parler en 5 minutes de l'épidémiologie. C'est tellement vaste, c'est tellement... vous allez retrouver l'épidémio de toute manière dans votre maquette et dans tous les champs quasiment de la santé publique. Donc déjà, on peut le voir comme un outil de compréhension et de production des connaissances, ou alors comme un champ à part entière. Et dans ce champ à part entière, c'est aussi très vaste, puisque du coup, vous allez aller de l'enquête de terrain, très simple, sur une émergence, que ça soit au local, à l'international, aux grandes bases de données médico-administratives, où là, vous avez en France, on a la chance d'avoir des grandes bases qui sont exhaustives, donc 100% de la population, et on peut faire des choses assez magnifiques avec. Vous allez aussi retrouver, du coup, sur un aspect un peu plus opérationnel, des choses comme la gestion de risque, quelque part, où vraiment, l'épidémiologie va servir en support de la décision. On a un triptyque qui est information, décision, action dans ces champs-là, et l'épidémiologie va vraiment servir au niveau de l'information. Donc, c'est à la fois créer des connaissances, soit pour améliorer la santé des populations, soit pour la protéger d'une émergence ou d'un risque. Et alors, pour peut-être vous dire 2-3 expériences possibles en épidémio, on peut à la fois travailler sur des thématiques très larges, donc plutôt sur un champ de recherche, donc en fait, toutes les thématiques de la médecine ont besoin de l'épidémio pour avancer. C'est un peu la base qui va construire derrière la recherche clinique.
par exemple. Et puis, ça va servir aussi en évaluation. Cynthia en a très justement parlé, les méthodes d'épidémio et méthodes aussi un peu plus de recherche clinique qui sont associées peuvent servir à l'évaluation à la fois de programmes, mais de politiques publiques. Ou alors, par exemple, quand vous prenez Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique qui va être en charge de produire des statistiques sur les consommations de tabac, d'alcool, ou alors les grands déterminants de santé, la prévalence des maladies cardiovasculaires, du diabète. Et ben ça, c'est fait avec ces méthodes-là et c'est fait au sein de grandes agences nationales. Et donc là, vous allez aussi pouvoir servir d'interface avec les autres métiers, les décideurs, en produisant la connaissance et en arrivant avec des conclusions, puisque du coup, il ne suffit pas de produire une information, il faut aussi l'interpréter. Et ça, c'est très vrai en surveillance épidémiologique. Et donc là, c'est un champ encore à part où on a des systèmes de surveillance à la fois, ça peut être très bien aux urgences ou des maladies à déclaration obligatoire. Il y a des gens qui traitent des signaux qui vont, là, c'est pour le coup un côté très opérationnel de par exemple, très récemment, on a eu les épidémies de CHU à E. coli, les pizzas Buitoni, c'est l'épidémiologie qui a apporté la réponse. Voilà globalement ce qu'il y avait à dire. Bon, c'est très très large et on pourra en rediscuter pour ceux intéressés. Je peux parler aussi de bioinformatique ou de recherche clinique si jamais. Voilà. Merci Yves. Oui, en plus dans l'internat, il a été riche. Et effectivement, quand tu disais, tu citais des choses qui se reconnectaient à d'autres disciplines de la santé publique parce qu'ils sont finalement tous interconnectés. Du coup, on laisse la parole à la dernière intervenante et comme ça, on commencera à répondre aux questions des futurs inter. Cécile, à toi. Oui, vous m'entendez bien? Ok, super. Du coup, moi, donc là, je suis en 7e semestre d'internat. Le fil conducteur de mon internat s'est tourné autour de tout ce qui est équité en santé et santé globale. Donc, l'équité en santé au niveau des territoires, mais aussi la lutte contre les inégalités de santé au niveau international. Parce qu'avec la mondialisation, on est venu à avoir des problématiques de santé commune liées au transport, à la diffusion des informations, la diffusion des maladies et tout ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Donc, la santé globale, c'est réfléchir ensemble, à un niveau mondial, à ces problématiques de santé qui nous touchent tous. Pour ce faire, il y a toutes les disciplines en fait, de la santé publique qui vont être mobilisées, que ce soit la prévention, l'hygiène, l'épidémiologie, les politiques de santé. Du coup, moi, j'ai touché un petit peu à tout dans mon internat. Mon but était de découvrir un maximum de structures et aussi un maximum de méthodes. J'ai fait de l'épidémiologie comme je fais du qualitatif, ce qu'on appelle les méthodes mixtes maintenant, réussir à mêler les deux, afin de réussir à faire des diagnostics des besoins des populations, à développer des interventions, puis à les évaluer afin de répondre au mieux aux besoins de ces populations. Moi, j'ai fait du coup des stages. J'ai fait un stage au Bénin avec l'Institut de recherche pour le développement où j'ai travaillé sur l'évaluation d'un traitement de masse contre les GEO-Helminth, donc qui est une maladie tropicale négligée. J'ai fait un stage aussi en Guyane où là, c'était un stage de master parce que j'ai fait le master de l'Institut Pasteur avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui est spécialisé sur tout ce qui est épidémiologie appliquée et santé globale, santé internationale. Où là, en Guyane, donc, je travaillais sur la mise en place d'une intervention pour lutter contre le paludisme sur les camps d'orpaillage illégaux avec le Brésil et le Suriname. Là, je suis en stage au Sénégal où j'ai demandé du coup à travailler plus sur les maladies non transmissibles parce que l'Afrique connaît une vraie transition épidémiologique avec une explosion des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, une augmentation également des cas de cancer. Donc là, je travaille sur plusieurs projets. Je travaille sur un projet de mise en place d'une étude nationale sur les freins et leviers à l'adoption des facteurs, des comportements préventifs vis-à-vis des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Je travaille également sur une revue de la littérature pour faire
pour avoir une idée de toutes les interventions mises en place en Afrique afin de promouvoir l'activité physique chez les adolescents et d'évaluer leur efficacité, mais également ce qu'on appelle la mise en œuvre. Donc, quelles vont être les difficultés à mettre en place ces interventions, quels vont être les freins, les leviers, afin d'après pouvoir développer les interventions les plus adaptées possibles. Et j'ai un dernier projet qui fait que je suis actuellement sur le terrain dans une charmante ville nommée Kungl, où je travaille avec les unités départementales d'assurance maladie sur la prise en charge de l'hypertension en soins primaires afin d'évaluer les facteurs qui vont influencer la prise en charge de l'hypertension dans ces structures afin de pouvoir améliorer la qualité des soins proposés aux bénéficiaires de ces unités départementales d'assurance maladie et également de réfléchir aussi au panier de soins qu'offrent ces unités départementales, car actuellement, les médicaments pour les maladies chroniques ne sont pas pris en charge en dehors des structures de santé. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques qui mêlent des différentes disciplines. C'est pour ça que je pense que c'est très important durant votre internat d'aller toucher à un maximum de choses. Vous ne pourrez pas maîtriser toutes les méthodes, ce n'est pas possible, on ne peut pas être expert en tout. Mais en tout cas, il faut connaître ces méthodes pour savoir quand mobiliser telle méthode, à qui faire appel pour ça, et pouvoir jouer ce vrai rôle de coordination et d'interface qui, je pense, est vraiment un des rôles majeurs du médecin de santé publique, que ce soit à un niveau territorial, national ou international. Moi, en plus de ces stages-là, j'ai également fait un stage en cabinet de conseil. Je vois que quelqu'un pose une question là-dessus. Je pourrais revenir là-dessus plus tard pour apprendre à faire tout ce qui était des diagnostics participatifs et des évaluations de projets hors cadre recherche. J'ai fait un stage aussi à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, pour réfléchir sur l'évaluation de programmes de politique de santé à un niveau européen. Donc, voilà, en gros, mon parcours. Je suis disponible pour échanger sur tout ce qui touche à la santé globale, aux inégalités sociales de santé. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à me contacter. Merci Cécile. Tu as dit à notre vérité de la santé publique, on ne peut pas tout maîtriser, mais effectivement, on doit un peu tout connaître, au moins savoir à qui demander. Et, Attends, je vais juste répondre à une question là qui m'est directement intéressée pour les stages. Oui, quelque chose à préciser, faire des stages à l'étranger, ça demande quand même de s'y prendre à l'avance. Moi, j'ai fait agréer mes stages, en fait. Pas tous, il y en avait un qui était déjà agréé. Le stage en Guyane, je l'ai fait sur un poste de FFI, vu que j'étais en disponibilité pour mon master. Et là, mon poste actuel, du coup, au Sénégal. Et après, je fais un stage en ONG en Côte d'Ivoire. Ces deux stages-là, c'est moi qui les ai fait agréer. Je me suis pris il y a 2 à 3 ans en avance, quoi. Donc, voilà. Bon, maintenant, ils vont être accessibles à tous les internes, donc c'est top. Mais effectivement, ça demande quand même de s'y prendre en avance, même quand les stages agréés. Si vous voulez faire toute une mission longue à l'étranger, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. C'est quand même beaucoup d'organisation parce que c'est quand même des financements mis en place par les structures pour vous permettre de bouger, même si le salaire reste payé par votre CHU. Donc, ça demande quand même un peu d'organisation. Après, pour ceux qui veulent des expériences à l'étranger plus courtes, c'est aussi possible d'avoir des missions courtes. En général, les stages sont... Enfin, il y a un peu de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et après, il y a aussi la possibilité des hors subdivisions à l'étranger, bien sûr. Merci Cécile d'avoir commencé à répondre aux questions. Effectivement, on pourra revoir un peu dans les détails plus tard comment agréer, pas comment agréer, mais effectivement comment obtenir des stages qui ne sont pas ouverts, parce qu'en santé publique, on peut dire que rien n'est impossible. Si on veut un stage, si on se prend à l'avance et on gère bien les choses, très probablement, on va faire ouvrir le stage qui nous on veut avoir. Et du coup, je propose, Salomé, de commencer à lire les questions. Ton micro, Carola. Ah ouais, merci, désolée. Je disais que Salomé peut commencer à lire depuis le début, on va en ordre. Et puis, parmi les internes qui sont présents, bah, tout le monde il peut répondre. Si on connaît la réponse, on va. Première question plutôt logistique. Où retrouver les diapos que je crois que c'est Cécile a présenté tout à l'heure?
Oui, bon, les diapos, ils sont des diapos que l'Eclisp il a préparés pour les soirées info de cet été. On n'avait pas pensé de les partager, du coup, je n'ai pas vraiment la réponse. En tous les cas, tous les infos qu'on a mis dedans, ils sont déjà sur le site. Et je pense que la chose plus importante, c'est la maquette, qui effectivement, il est déjà public. Mais s'ils s'intéressent, je pense qu'on pourra les partager, les diffuser en quelque forme. Bah, je pense que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par les diapos, vous pouvez envoyer un mail à contact@clisp.fr. Je vais l'écrire sur les chats et comme ça, j'aurai votre adresse et je pourrai vous envoyer les diapos. Et de toute façon, si j'ai bien compris, la vidéo sera rediffusée sur le YouTube, c'est ça? Donc, une autre Tout à manière fait. d'avoir les diapos. Merci Cynthia, merci Lucia. Question suivante. Dans le cas d'un choix de FST, la thèse peut-elle se faire plus tard qu'au 6e semestre? Je me lance et je dis oui, mais puis les collègues, corrigez-moi, dans le sens que effectivement nous, on va rajouter une année à la phase d'approfondissement. Du coup, nous, on passera la thèse, non, qu'il fait un FST, passera sa thèse à la fin du 8e semestre, parce qu'en total, il fera 10 semestres. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bien ça. La thèse est nécessaire pour passer en docteur junior et la FST compte dans la phase d'approfondissement. Oui, moi, j'ai passé ma thèse à la fin de mon 8e semestre. Donc. Parfait, Cécile, elle est témoin. Mais du coup, on peut juste préciser ça, peut-être intéressant pour quelqu'un. Il n'y a pas de règles pour ne pas faire sa thèse avant, aussi si on veut faire les FST. C'est vrai? Du coup, jusqu'à la fin de la phase d'approfondissement, soit après le 6e semestre. Et du coup, quand vous faites un... Ah pardon. Quand vous faites Merci. Quand vous faites un Master 2, parce que des fois, on peut se rajouter aussi 6 mois ou 1 an pour faire un Master 2, si on prend une dispo, une année recherche, c'est pareil, ça vous rajoute du temps, donc ça rallonge un petit peu le temps pour pouvoir faire sa thèse. Même si c'est un peu compliqué des fois de faire tout en même temps, il faut essayer d'éviter d'avoir le mémoire et la thèse à faire tout en même temps. Enfin, on y arrive tous, mais voilà, c'est plus confortable d'avoir anticipé sa thèse et de le faire pas trop en même temps. Question, je pense, pour Cécile, du coup, qui se proposait de répondre. Quel peut être le travail d'un médecin de santé publique en cabinet de conseil? Du coup, ça va dépendre du cabinet de conseil où vous allez travailler. Moi, pour le coup, c'est un cabinet de conseil qui était spécialisé sur tout ce qui était nouvelles organisations en santé. Donc là, il y avait pas que des médecins de santé publique dedans, il y en avait un. Sinon, il y avait aussi des personnes qui avaient plus une formation en sciences politiques. Il y avait un géographe de la santé. Enfin, c'était des profils assez variés. Et moi, pour donner des exemples un peu des projets qu'on pouvait avoir en cabinet de conseil, j'ai travaillé sur des projets d'accompagnement des professionnels de santé à la mise en place de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, je faisais des réunions avec eux et je les aidais un peu à structurer leurs idées pour qu'ils aient ensemble un projet de santé commun et travailler aussi sur tout ce qui était, par exemple, organisation afin qu'ils assurent une continuité des soins. J'ai également travaillé sur l'évaluation d'un projet qui était mis en place au niveau national dans les maisons de santé pluriprofessionnelles pour aider les patients au sevrage tabagique. J'ai également participé, donc là c'était plus de la santé territoriale, à des diagnostics territoriaux de santé. Donc ça consiste à aller à la fois mobiliser des données quantitatives et des données qualitatives en allant s'entretenir avec des personnes sur un territoire, que ce soit les élus, les médecins, la population, afin de dresser un diagnostic de tout ce qui a un lien avec la santé sur le territoire, que ce soit l'accès aux soins, mais également tout ce qui va être environnement, les inégalités sociales, ce genre de choses. Après, il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés plus en santé internationale. Il y en a qui sont spécialisés plus sur tout ce qui est soins hospitaliers. Ça va dépendre. C'est souvent quand même beaucoup d'évaluations, les cabinets de conseil, je dirais. Notamment les ARS externalisent quasiment, lancent des appels à projets pour tout ce qui est évaluation la plupart du temps. Enfin, en tout cas, moi, mon stage à l'ARS, c'était comme ça. Donc, voilà, il y a beaucoup d'évaluations.
Merci. Pardon, je fais une pause hydratation. Question suivante sur les gardes, je pense. Quelqu'un nous demande est-ce que c'est encore possible de faire des gardes après sa thèse et est-ce que le droit de prescription est limité? Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a fait des gardes déjà pendant son internat et a cette réponse. Peut-être pour donner des éléments de réponse, faire des gardes pendant son internat, c'est totalement possible. Je pense que n'importe quel service d'urgence sera très content de recruter des néo-internes. Alors selon les subdivisions, j'ai pas forcément la vision très complète, mais en tout cas, c'est jamais obligatoire. Il y a toujours moyen de négocier pour ne pas en faire si jamais. Et après la thèse, alors à Mondor, en fait, on arrive parce que je vois la réaction, à Mondor, on arrive à ne pas être sur le planning de garde en négociant pas mal. Mais le stage. Des subdivisions quand même, en tout cas, il y a 2 ans, il y a des subdivisions où les gardes étaient obligatoires. Je ne sais pas si ça a changé, mais. Donc, au moins en première année. Voilà, c'est ça. On peut compléter cette info en disant qu'il y a en général, le maximum qu'il peut arriver, c'est d'avoir l'obligation de garde jusqu'à le 4e semestre si on passe au CHO. Peut-être aussi après, je ne connais pas des subdivisions après le 4e, mais jamais dire jamais. Mais finalement, c'est quand l'interne passe au CHO. Sinon, les gardes, ils ne restent pas obligatoires et c'est un choix de l'interne d'adhérer au planning de garde. Et pour après, sur la deuxième partie de la question sur le droit de prescription, c'est en discussion actuellement avec le Conseil national de l'ordre des médecins, mais dans les textes, c'est écrit qu'on a le droit de prescription à des actes si on est formé à des actes de prévention notamment. Et donc là, c'est en fonction, c'est si ou pas vous avez une activité clinique derrière. Voilà. Bon, j'imagine que si quelqu'un prend des gardes après sa thèse, il n'a pas de prescription limitée. Enfin, ce serait quand même dommage. Mais j'avoue que là, je n'ai pas plus de réponses sur les gardes post-thèse. Non, après, en fait, c'est surtout, ça dépend où tu bosses, quoi. Parce que, si tu vas pas bosser aux urgences, donc, par exemple, je sais pas, est-ce qu'un ophtalmologue fait des gardes aux urgences? Est-ce qu'il a le droit? Enfin, là, c'est la même question. Je suis pas sûre, c'est peut-être pas très classique de faire des gardes dans une structure dans laquelle t'es pas employé. Enfin, peut-être, mais voilà, c'est vraiment pas classique. Mais en tout cas, ouais, jusqu'à la fin de votre internat, vous pouvez très facilement. Après, il y a des métiers, il y a des postes où il y a des astreintes. Par exemple, tout ce qui est veille sanitaire, il y a des astreintes pour gérer un peu les urgences. Mais il y a d'autres types de postes comme ça. En hygiène, j'imagine qu'il y a peut-être des astreintes ou des choses comme ça. Ça dépend des périodes. Ils peuvent y avoir des astreintes, mais c'est surtout sur des périodes un peu d'urgence. Par exemple, pendant l'épidémie du Covid, c'était un peu le cas. Mais on va dire qu'en période normale, il y a pas d'astreinte. Au moins, ça, c'est mon expérience au CHU. Après, Cécile, je sais pas si tu as des expériences différentes. Non, il n'y en avait pas non plus dans les 4 hôpitaux où je suis passée non plus. Pas d'astreinte. Hormis pour le Covid, il y en a eu. Ok, merci. Alors, question FST. Est-ce que la FST médecine du sport est envisageable et pertinente dans un cadre de promotion de la santé, par exemple? Moi, je peux répondre si vous voulez. Mais en tout cas, les FST qu'on vous avait indiqués sont des FST qui sont fléchés. C'est-à-dire que c'est dit que c'est classique que cette spécialité peut classiquement accéder à cette FST, mais en fait, n'importe quelle spécialité peut accéder à n'importe quelle FST. C'est juste que, par exemple, un interne de santé publique qui prend la FST chirurgie de la main, ça n'a pas trop de sens. La médecine du sport, en l'occurrence, ouais, moi, je pense que ça peut avoir du sens. Je crois que alors je pense que personne ne l'a fait encore, mais il me semble qu'on avait un interne qui l'envisageait ou qu'il a peut-être commencé cette année. Ouais, tu as cette information aussi, Carola. Mais donc, on aura peut-être un retour d'expérience bientôt. Et dans le cadre de la promotion de la santé, à mon avis, oui, ça peut tout à fait avoir du sens. Après, voilà, c'est toujours les FST en santé publique, c'est de pouvoir vraiment, si on fait vraiment que,
là, c'est peut-être un avis un peu subjectif, mais si on fait que de l'approche individuelle dans les FST, par exemple, c'est un peu le cas aussi nutrition, addictologie, faut réussir enfin, le jeu, c'est justement de réussir à la relier à une approche plus populationnelle, que toutes ces compétences qui sont apprises là soient utiles pour aussi une approche populationnelle. Mais je pense que médecine du sport, suffit d'en discuter avec les coordos et de monter un projet et ça peut carrément avoir du sens. Oui, tout à fait. Pour compléter, effectivement, on n'aura pas un retour parce que l'interne, finalement, il a pas posé sa demande, mais il s'était rapproché au responsable de l'FST, qu'il était tout à fait d'accord. Moi, je parle pour la subdivision de Grenoble, désolée, je n'ai pas spécifié. Du coup, ça, effectivement, on peut dire que c'est un peu aléatoire selon de la subdivision du coup des responsables et aussi du numéro des internes intéressés à l'FST l'année en question dans la subdivision spécifique. Mais a priori, oui, il peut être tout à fait envisageable. Ok. Question reconnaissance du diplôme à l'étranger. Est-ce que c'est reconnu? Est-ce qu'il y a besoin de passer des équivalences? Je vais, puis comme toujours, j'espère que quelqu'un va compléter ou me corriger. Je pense que la réponse, c'est ça dépend du pays dans lequel tu veux qu'il soit reconnu. Pour ce qui concerne l'Union européenne, oui, parce qu'on a notre diplôme, qui soit le diplôme de médecine et, ou le diplôme de spécialité de l'internat. Je parle de diplôme de médecine parce qu'à l'étranger, il y a des diplômes après lesquels les médecins peuvent déjà travailler, étranger Europe. Ils sont tout à fait reconnus. Il n'y a pas besoin de passer une équivalence. C'est plutôt, c'est juste la reconnaissance entre les pays. Tu envoies des documents et c'est fait. Par contre, je ne sais pas, hors Union européenne, j'imagine bien qu'il y a des équivalences et des conditions à respecter. Côté organisation internationale, en tout cas, telle que l'OMS, ce genre de choses, il y a pas de, enfin, c'est tout à fait reconnu. Enfin, c'est le parcours en fait qui va être reconnu parce que les professionnels de santé publique, c'est pas que les médecins de santé publique. On a une plus-value, comme chaque professionnel de santé publique va avoir sa propre plus-value en fonction de son parcours antérieur. Donc, en tant que médecin de santé publique, il n'y a pas à ma connaissance de souci pour exercer à l'étranger. À mon avis, la difficulté qui peut exister, c'est plus si tu veux conserver une activité clinique dans des pays comme par exemple Canada, États-Unis, où là, tu dois repasser les concours. Mais ça vaut le coup c'est la même chose pour toutes les spécialités, c'est pas spécifique à la santé publique. Canada, enfin, tu connais peut-être un peu mieux Cécile Laetitia. Ouais. Cette miss, il me semble qu'elle a dû passer une équivalence, mais qui n'était pas très compliquée, 1 an de stage ou quelque chose comme ça. Ouais. Canada, c'est un peu. Je ne sais pas exactement, mais je sais que ouais, il y a besoin de passer une équivalence. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas au final tant de médecins de santé publique français qui y vont. Mais sinon, globalement, en tout cas, il y a plein de médecins de santé publique dans des organisations internationales qui n'ont pas eu besoin de passer quoi que ce soit comme diplôme. Merci. Je vais regrouper 2 questions qui sont des différences entre les différents domaines. Donc, au niveau de l'offre d'emploi, est-ce que c'est facilement accessible de chaque domaine ou est-ce que c'est plus facile dans certains que dans d'autres? Et ensuite, du coup, est-ce qu'il y a des différences de salaire entre les différents domaines? Quelqu'un se lance dans la réponse? Moi, je peux me lancer, ayant commencé un petit peu à me renseigner pour mon poste internat. Oui, il y a des différences selon les domaines et selon les pays où tu cherches. En France, la santé publique reste encore, hélas, très épidémio-centrée. Donc, on va avoir très, très facilement des propositions de postes plus orientés épidémiaux. À l'hôpital, ils sont en manque d'AHU en recherche clinique, épidémiologie clinique. Donc, ça, je pense que oui, l'épidémio, Yves, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que l'épidémio, il n'y a pas de souci pour trouver recherche clinique non plus. Après, dès que ça touche aux autres domaines, il y a largement le choix. Après, je pense que ça demande peut-être de fouiller un peu plus
pour trouver son bonheur, parce que il y a la question des salaires, comme je vous disais, les professionnels de santé publique, il y en a plein. On fait partie des plus chers vu qu'on est médecin, et que les financements du système de santé étant ce qu'ils sont, des fois ils préfèrent prendre quelqu'un qui a peut-être moins d'expérience et moins de diplôme pour faire un travail. Donc voilà, les salaires varient effectivement aussi beaucoup entre l'hôpital, les industries privées, la médecine, la santé territoriale. Donc oui, il y a des grosses différences de salaire. On peut gagner très, 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 très bien sa vie en tant que médecin de santé publique, comme on peut gagner un peu moins bien, sans jamais pourtant être, je pense, dans la nécessité. Et ouais, effectivement, pour compléter, du coup, sur la partie épidémio, recherche clinique, informatique médicale, le gros avantage, c'est qu'il y en a besoin déjà dans quasiment tous les hôpitaux de l'informatique médicale, puisqu'il y a la T2A. Chaque ARS a un département de veille et sécurité sanitaire. Santé publique France a des antennes dans chaque région. Et donc, en fait, il y a énormément de postes ouverts. Je fais référence aussi à une enquête qui date maintenant un peu, mais qui s'est intéressée au devenir des internes de santé publique 3 ans après leur sortie d'internat, qui a peut-être 7-8 ans maintenant, mais qui, en gros, peut-être 90% des internes trouvent en 0 mois après leur internat. Donc, en fait, ils commencent leur poste directement à la fin de leur internat. Oui, globalement, on commence à avoir des propositions de postes, genre, je sais pas, moi, je pense que ça fait 3 ans que j'en ai déjà. Donc, on n'a pas de problème à trouver des postes. Après, c'est à quel point tu veux trouver le poste de tes rêves. Et on peut faire un compromis. On peut se créer son poste aussi. Aussi, ça demande d'anticiper, mais ça se fait. C'est mission plus que le poste, mais en tout cas, ça peut être négocié en plus du salaire qui, souvent dans le public, enfin quasi tout le temps quasiment, est indicé sur des grilles. Voilà. Oui, pour compléter et rebondir sur ce que vient de dire Yves, en fait, sur la fin de votre internat, sur la dernière année, vous avez justement le temps de trouver votre poste après. Et en fait, ça arrive souvent que vous bossiez avec les gens avec qui vous avez déjà bossé au cours de votre internat. En tout cas, vous pouvez discuter avec eux et justement créer un poste, arranger des missions, etc. Donc, c'est vraiment rare d'avoir des difficultés à trouver un poste. Et en plus, on vous parle un peu de différents domaines, de différentes orientations. Mais comme l'avait dit Cécile au début, c'est très variable. Enfin, vous ne serez jamais enfermé dans un domaine, vous resterez assez polyvalent. Moi, je me souviens, dans un congrès, on avait une médecin qui racontait qu'elle changeait de boîte tous les 2 ans. Elle avait envie de changer de poste tous les 2 ans. Et voilà, il y a vraiment les évolutions sont possibles. Vous pouvez prendre un poste qui vous intéresse un petit peu moins au début parce qu'il est disponible. Et puis, rapidement, au bout d'un an, vous trouvez le poste de vos rêves qui se libère et vous y allez. Enfin, franchement, ça se fait plutôt bien, même si voilà, faut être un peu flexible. Mais ça reste justement, la santé publique est tellement variée que je trouve que c'est pas difficile d'être assez flexible. Et pour avoir eu le témoignage de médecins de santé publique en fin de carrière, globalement, ils n'avaient pas à envoyer de CV pour trouver un nouveau travail. C'est-à-dire qu'ils avaient des propositions un peu en stock quand ils voulaient changer. Donc, c'est vraiment très flexible. Merci beaucoup à tous. Question administration de la santé. Est-ce que les médecins de santé publique peuvent accéder à des postes importants en termes de leadership, par exemple directeur de CHU, ou est-ce réservé aux hauts fonctionnaires sortis de l'ENA ou de l'EHESP, par exemple? Peut-être répondre. Le métier de directeur d'hôpital, du coup, c'est un corps de la fonction publique et donc il faut passer effectivement le concours de directeur d'hôpital à l'EHESP. Donc c'est accessible à tous. Enfin, à tous. Il y a des épreuves d'entrée qui sont assez sélectives. En gros, c'est les personnes qui ne veulent pas faire l'ENA et qui sont de Sciences Po. C'est plutôt le profil classique. Mais après, en termes de position de leadership, hors directeur d'hôpital, on a plein d'exemples. Jérôme Salomon, qui est DGS, par exemple, directeur général de la santé et médecin de santé publique. Voilà. Et donc, en fait,
On a des conseillers de la Première ministre qui sont médecins de santé publique, des jeunes, des conseillers au ministère de la Santé qui sont médecins de santé publique. Et après, dans l'administration en général, il y a beaucoup. Les médecins de santé publique accèdent à des hautes fonctions plutôt milieu de fin de carrière, mais ce qui est logique en fait. Et je me permets de rebondir, Yves, que depuis 3 ans, l'option administration de la santé, il a été créé. Il est une option, du coup, il est ouvert uniquement aux internes de santé publique. Du coup, on n'a pas encore comment dire, des internes qui sont sortis de cette option qui ont déjà été embauchés. Mais effectivement, l'objectif, c'est ça, de former un professionnel de santé, médecin en santé publique, spécialisé dans l'administration de la santé, notamment du système français. Du coup, je n'hésite pas à le croire que c'est fait pour ça. Et pour élargir un peu par rapport à la question du leadership, notre internat fait aussi qu'on est souvent amené à être à des postes effectivement de management et de coordination. On est souvent sur de la coordination de projet, de la coordination d'équipe, parfois même avant la fin de l'internat, et donc après encore plus une fois l'internat fini. Question suivante, c'est une question FST. Est-ce que la FST d'Addicto est accessible dans toutes les villes? Il me semble que oui. Je pense, moi si je me trompe. Il y a un arrêté qui fixe ça chaque année, à mon avis, oui, mais il suffit de rechercher arrêté formation spécialisée transversale 2022 et il y a les nombres de places par FST, par subdivision. Et en général, en fait, il y a un peu de temps. C'est bien aussi d'anticiper quand on veut une FST parce que vous en parlez à votre coordinateur qui vérifie un peu parce qu'ils sont sollicités pour dire combien de postes il faut ouvrir pour les FST. Donc, plus vous le savez en avance, plus vous pouvez en parler et justement vous assurer qu'il y a bien un poste qui sera ouvert dans votre ville. Mais attention, c'est des postes qui sont pour plusieurs spécialités. C'est-à-dire que 2 postes de FST à dictologie à Reims, je dis bêtises, et ça pourrait être autant pour les internes de santé publique que pour les internes de médecine générale. Merci pour les précisions. Une question qu'on nous pose beaucoup, je trouve. De quel avantage dispose un médecin de santé publique vis-à-vis d'un médecin formé dans une spécialité clinique qui aurait fait des masters de santé publique au cours de son internat? Les deux ne peuvent-ils pas accéder au même poste? Allez-y, je vous en prie. Ça dépend de quel poste tu parles. Par exemple, l'administration de la santé, on l'a dit au-dessus, ça va être clairement plus facile pour un médecin de santé publique. Et sinon, en fait, déjà, internat de santé publique, c'est 4 ans. Un master, c'est une petite partie de cet internat. Et même, on sent qu'on a vraiment des compétences supplémentaires et différentes et complémentaires, mais on a beaucoup d'expérience de plus que ceux qui font le master avec nous, qui viennent d'autres disciplines qui sont très intéressantes. Mais quand tu viens déjà de faire 3 ans d'internat de santé publique et que tu fais ton master, tu le ressens. Donc, un interne qui a fait juste un master 2 en santé publique, il est très loin d'avoir le bagage qu'on a dans la santé publique, qui est un bagage polyvalent. Où, comme on le dit, on voit plusieurs domaines et ça nous permet de savoir travailler de différentes manières, de différentes stratégies avec différents acteurs, ce qui est vraiment la base en santé publique. Donc, pour certains postes, c'est possible, mais je pense qu'un médecin de santé publique sera toujours préféré parce qu'il a vraiment la formation adaptée. Et il se sentira aussi plus à l'aise. Oui, et pour compléter, j'en discutais récemment avec une interne de gériatrie. Effectivement, c'est génial. Je pense que tous les cliniciens devraient avoir un bagage en santé publique bien plus développé que ce qu'on nous apprend pendant l'externat, qui est... je ne sais pas comment est l'externat maintenant, mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était vraiment inintéressant possible, le programme de santé publique. Donc, c'est super que les cliniciens fassent des masters de santé publique et puissent comme ça faire évoluer leur pratique et avoir une approche plus globale de la santé, pas centrée uniquement sur le soin. Et encore, même le soin pur a besoin de la santé publique. Par exemple, quand on parle d'éducation thérapeutique, de cliniques préventives. Mais effectivement, voilà, comme le disait Cynthia, nous, l'internat, c'est 4 ans, plus souvent 1 an de master. Le master, en général, tu vas avoir une
petite vision globale de la santé publique, puis te spécialiser un peu dans un domaine, mais même cette spécialisation dans un domaine reste assez introductive au final au domaine. C'est loin d'être 4 ans d'internat où tu vas avoir du coup plus de cours théoriques. En général, on a les masters, mais on a aussi beaucoup d'autres formations continues. Et puis la pratique, parce que comme la clinique, on apprend beaucoup sur le terrain. C'est pas juste en lisant dans les livres ou juste en assistant à quelques cours pendant 6 mois. Donc voilà. Donc c'est super, je pense, que les cliniciens fassent de la santé publique. Mais non, effectivement, à la fin, tu n'es pas médecin de santé publique pour autant. Moi, je rajouterais peut-être que pendant l'internat, on va développer une vraie vision de santé publique. Ça demande du temps de changer de regard vis-à-vis sur la population, mais du coup de changer. Ah oui, Cécile, tu es vraiment lumineuse. D'avoir un regard qui n'est pas celui du soin, ça prend du temps. Et donc, un clinicien qui arrive avec sa vision de clinique de tous les jours et de traiter un patient un par un, ça peut fonctionner. Et même s'il fait un master, en fait, il va juste adopter des outils utilisés, mais il lui manquera la vision, cette polyvalence, comme l'a dit Cynthia, qu'on développe au cours de l'internat et dans les premiers postes après. Merci à tous. Je profite, vous avez déjà répondu dans le chat, mais effectivement, pour toutes les listes de master, les listes de stages, en fonction des villes, vous retrouvez tout sur le site du CLISP, tout est détaillé, tout est listé. Normalement, vous aurez tout à disposition. Question encore sur une FST, mais sur la FST nutrition appliquée. En quoi ça consiste et est-ce qu'il y a de la clinique ? Est-ce que quelqu'un parmi vous a fait FST nutrition appliquée? Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais je m'étais intéressée à un moment. Donc en fait, c'est une FST qui est ouverte pour différentes spé. Donc on va attendre de vous différentes choses selon l'aspect dont vous venez. En général, il y a 2 semestres différents. Un semestre qu'il faut faire un dénutrition et un semestre qu'il faut faire un obésité. Il est clairement très possible, voire souhaitable, de faire de la clinique. Après, en tant que médecin santé publique qui va venir faire une FST de nutrition, ça ne va pas forcément être votre but de prendre en charge des patients qui ont une pathologie nutritionnelle, mais plutôt éventuellement de voir la question d'un point de vue épidémiologie nutritionnelle ou de savoir mettre en place des activités des programmes de nutrition et d'évaluation de ces programmes qui sont très en lien avec notamment la promotion et la prévention. Analyser aussi des déterminants et individuels et populationnels niveau nutritionnel. Voilà, donc de toute façon, vous aurez une vision qui ne va pas être la même que par exemple un réa qui va faire l'FST en nutrition. Après, c'est à vous à vous et au cours d'eau de la FST de voir quelles sont vos attentes mutuelles et quels sont les programmes qui vont satisfaire les plus chacun. Voilà, de ce que je sais, mais je n'ai pas fait la FST. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations là-dessus. Il y a des formations nationales, des formations locales et en général, c'est plutôt bien accompagné. Je ne sais pas s'il y a d'autres internes qui savent un petit peu plus. Moi, j'ai rien de plus à dire sur la FST nutrition, à part que je crois que c'est pareil, on n'a pas d'interne qui l'a fait encore, mais peut-être qu'il y en a un ou une qui l'a fait cette année, je ne sais plus si quelqu'un s'est lancé. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit en dernier. Ah oui, si, Salomé, c'est quelqu'un de Lille qui fait la FST nutrition, non? Non, je ne sais pas. D'accord, pardon. Juste rebondir sur ce que vient de dire Lucia sur les formations. Petit aparté, on pense FST, on pense Master 2, mais il y a aussi beaucoup de formations en santé publique, des congrès, des formations en ligne, etc. Et on a une spécialité, je crois qu'on ne l'a pas trop abordée, mais on a une spécialité, enfin un petit peu au début, si. On a une spécialité où c'est facile de prendre du temps pour se former. Même quand tu es médecin, c'est hyper important de se former. La formation continue. Et vu qu'on la plupart des stages, on n'a pas de liste de patients à voir absolument dans la journée, on a beaucoup plus de flexibilité sur la manière dont on va organiser sa journée, sa semaine, etc. Eh bien, on aura plus de facilité pour aller assister à un congrès, suivre une formation, etc.
Donc, c'est extrêmement enrichissant et il y a beaucoup, en dehors de ces formations un peu liées aux études, il y a plein d'autres types de formations sur plein de domaines et plein de méthodologies. Oui, moi, côté formation, vu que j'étais beaucoup à l'étranger et pas trop en métropole ces derniers temps, je fais notamment pas mal de MOOC, de formation en ligne qu'on peut trouver sur les plateformes Coursera ou EDX, et où là, tu as notamment des formations de grandes universités anglophones vraiment reconnues en santé publique et qui peuvent permettre notamment de se former à des domaines de la santé publique où en France, on a encore du mal, hélas, à trouver beaucoup de formations, notamment tout ce qui est recherche sur les systèmes de santé, recherche en prévention, promotion de la santé et même santé globale. Il y a très peu de formations en France qui existent. Question suivante sur une entreprise. Est-ce que l'internat de santé publique peut donner des outils pour créer son entreprise? Non. Je dirais... Ah, Kylian, tu voulais répondre? Non, alors, j'ai pas trop d'éléments là-dessus. Je sais juste que pas mal d'internes qui ont créé leur boîte dernièrement, soit au cours de l'internat, soit juste après l'internat. Généralement, c'est des gens qui se formaient. Enfin, c'est pas l'internat en lui-même qui leur donnait des outils, sauf, en tout cas théorique, peut-être plus sur le côté pratique où on peut passer dans certains stages, justement dans le privé, dans les startups, voilà, dans les stages privés où c'est possible de se former à comment ça se passe dans le privé et comment on gère une entreprise, voir comment on la crée. Sinon, c'est des gens qui ont fait des formations annexes sur, par exemple, des Master 2 pour se spécialiser dans une thématique, voire des DU. Mais dans les enseignements de base du DES, en tout cas théorique, je ne crois pas qu'on ait beaucoup formé dessus, mais ce serait plus au niveau pratique sur les stages et au niveau des formations annexes qu'on peut nous-mêmes se donner à faire. Mais en tout cas, c'est possible, ça a été fait et ça sera sûrement fait encore à l'avenir où d'autres de nouveaux internes de santé publique créent des boîtes un peu partout en France. Et pour compléter, comme je disais tout à l'heure, effectivement, l'internat de santé publique donne effectivement quand même des clés pour tout ce qui est gestion, je pense, d'entreprise en termes de management et de coordination de projet, où ça, on fait ça au quotidien dans nos stages. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, même en termes de gestion d'équipe, de gestion de projet. Après, au niveau paperasse administrative, ça ne va pas vous aider là-dessus. Ça, il faut l'apprendre par vous-même et aller le chercher, quoi. Et c'est pas facile. Voilà. Quel est l'impact du choix de ville sur la formation pendant l'internat? Moi, je dirais que c'est relatif et variable, dans le sens qu'on vient de dire, en santé publique, on a la possibilité de prendre un autre jour de formation, participer à beaucoup de congrès et événements et faire beaucoup de formations. En général, les cordeaux, ils poussent les internes à faire des masters, des DU. On a normalement des cours en présence locale, dans la subdivision ou à niveau régional. En plus, on a les cours CIDES, donc en ligne, qu'on peut tout le temps visualiser, on peut dire ça, pendant notre internat. Du coup, je dirais que s'il y a une formation spécifique qui l'intéresse, alors peut-être que c'est bien de vous renseigner ou la faire, je ne sais pas, un master 2 qui l'intéresse. Peut-être que c'est plus facile de le faire dans la même ville de l'internat, mais en tous les cas, il y a une grande disponibilité de prendre vos jours de formation, voyager ou faire le master en distanciel. Notamment les cordeaux, ils sont pas mal disponibles pour vous arranger, pour trouver un stage aussi pour le stage, comment dire, du projet pour le master. Vous pouvez le réaliser dans votre subdivision d'origine. En général, la spécialité, elle est là pour nous aider. Je ne connais pas trop de cordeaux qui sont là pour empêcher la formation des internes. Non, pas du tout. Après, vous pouvez regarder en fonction de ce qui vous plaît la liste des différents stages de différentes villes et puis regarder un peu où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de stages qui vous intéressent et s'il y a vraiment un stage ailleurs ou un master ailleurs que vous voulez absolument faire, mais c'est le seul, et ben faites un interchu. Je pense qu'on est pas mal en santé publique à beaucoup bouger, à se retrouver dans différentes villes. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont à Rennes aussi à l'EHESP. C'est très libre et du coup, comme disait Carola,
on va même vous pousser à aller faire le plus de formations possible et aller le faire à fond, quoi. Donc, après, c'est aussi un choix personnel. Hein. Il faut, si vous adorez votre ville, voilà, il y a aussi une balance à faire entre votre vie perso et votre vie pro. Et ça, c'est un choix très personnel. Et on a en tous les cas la possibilité de réaliser 3 stages en dehors de notre subdivision, soit comme intra-région, soit comme interchou. Ou réaliser des stages à l'étranger parce qu'ils sont partenariés avec le stage dans subdivision. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités pour se former ou faire des expériences différentes entre notre subdivision. Et je profite pour dire maintenant, juste cette info, on a dit que toutes les infos sont sur le site du CLISP, notamment dans la page ville, mais dans chaque ville, vous trouverez l'option contact et vous pouvez écrire comme ça directement au référent de ville. On est assez active, chaque ville a un référent qui est là pour vous répondre. Normalement, il vous propose aussi un appel et comme ça, vous pouvez vraiment avoir un contact direct et connaître la situation de subdivision actuelle avant de choisir là dans 2 semaines. Je vais peut-être rebondir là-dessus sur leur formation où oui, c'est vraiment encourageant en général de faire des interchus, etc. Vous pouvez regarder la liste des stages, renseignez-vous aussi auprès des référents pour savoir si par rapport au nombre d'internes, la liste des stages est faible. C'est-à-dire que dans certaines villes, en fait, on a vraiment très facilement le choix parce qu'on n'est pas beaucoup d'internes ou parce qu'il y a, en tout cas proportionnellement, il y a beaucoup plus de stages que d'internes. Et je sais qu'il y a dans d'autres villes où c'est un petit peu moins vrai et du coup, ça peut être un petit peu plus compliqué de pouvoir faire le stage que l'on veut si un oncle le prend, etc. Il y a une minorité de villes où c'est ça. En tout cas, c'est vraiment l'intérêt de discuter avec les internes sur place. Et il y a aussi la possibilité d'agréer. Alors, vous n'allez pas faire agréer un stage de votre phase socle, mais il ne faut vraiment pas hésiter à être proactif. Si vous repérez, par exemple, que vous avez envie de bosser en Cégide, qu'il y a plusieurs Cégides qui sont agréés en France, mais pas dans votre ville, et vous pouvez contacter votre cordo, votre référent, le Cégide, et vous voyez si ce n'est pas possible d'ouvrir ce terrain de stage. Ça se fait des fois, en fait, le stage n'est pas agréé dans une ville, tout simplement parce qu'il n'y a encore eu aucun interne de cette ville qui a eu envie d'y aller et qui a fait agréer le stage. Et je voulais juste rebondir aussi sur la remarque d'Océane dans la conversation, sur le fait que c'est compliqué de changer de ville quand on a des enfants. Et ça, c'était juste pour dire que c'était un des trucs qui m'a fait... un des avantages qui m'a donné envie de choisir santé publique aussi, qui m'a conforté dans mon choix, c'était qu'on n'a pas, dans beaucoup de subdivisions, on n'a pas besoin de changer de ville, de changer d'appart au cours de son internat. Moi, j'ai fait quasiment tout mon internat à 15 minutes à pied de chez moi à Rennes. C'est très confortable. Il y a des villes où on peut quand même le faire. Il y a des villes où on le fait 1 fois, 2 fois dans le semestre et ça peut être super agréable. Mais voilà, c'est un des avantages de l'internat de santé publique quand on compare par exemple à la MedG où on n'a pas besoin de changer tous les 6 mois et c'est vachement confortable. Et moi, je voulais juste rebondir sur le choix des villes. Effectivement, c'est un compromis à faire entre l'offre de stage et puis ce qu'on recherche en termes d'ambiance aussi, par exemple avec les le nombre de rencontres entre internes, ce genre de choses. Juste pour la santé globale, quand même, je précise qu'il n'y a non pas des masses de stages en France. Là, moi, j'avais pas mal sur Paris, mais en France, il y en a plusieurs à Paris. Il y a à Lyon, qu'on a 2. Il y a Marseille avec l'IRD. Et à ma connaissance, c'est tout. Sauf si on a eu de nouveaux ces dernières années. Mais ça dépend si tu comptes et Bordeaux, médecine. Ou Bordeaux, pardon, aussi, excusez-moi. Et Bordeaux avec l'ISPED. Mais voilà, il n'y aura pas non plus toutes les subdivisions qui offrent la possibilité de faire des stages à l'étranger. Et comme je vous le disais, les stages à l'étranger, il n'y en a pas beaucoup, donc ils sont assez facilement pris et ils ne peuvent pas tout le temps envoyer à l'étranger. Donc, faire une demande d'interchus pour un stage à l'étranger peut être... faire une demande, par exemple, pour un stage, par exemple, pour l'ONG Soltis sur Paris, c'est un stage qui est souvent pris. Il faut s'y prendre quasiment 1 an à l'avance pour pouvoir partir tout le semestre à l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément facile à faire en n'étant pas soi-même dans la ville. Donc, voilà, c'est juste pour ceux qui sont intéressés vraiment par ce côté-là de la santé publique et la santé globale, la santé internationale. Tu ne trouves pas dans toutes les villes quand même et les interchus peuvent
pas être toujours aussi facile. Après, il y a aussi la possibilité de partir sur des stages, sur les stages de master à l'étranger. Tout à fait. En tous les cas, on peut rebondir en disant que en santé publique, c'est très facile de gérer ces stages. C'est juste de se prendre à l'avance et être d'accord avec les cours d'eau, mais que presque toutes les possibilités sont envisageables. Je propose de passer à la dernière question et puis se saluer. Je vois qu'on est encore tout là, comme ça on va clôturer et se saluer tranquillement. La dernière question, c'est sur l'option administration de la santé. Est-ce qu'il est plus facile de la faire dans une promo de 1 ou 2 internes que dans une ville comme Paris? Il me semble que c'est... de toute façon, c'est national, tout le monde est mis sur... C'est ça. Alors, peut-être que je n'ai pas compris complètement le sens de la question. L'option, c'est à niveau national. Du coup, tous les internes ils peuvent candidater. Et en plus, on a 20 postes ouverts chaque année. Cette année, on est 10 personnes. Je dis on parce que je serai parmi la nouvelle promotion. Du coup, il y a quand même la possibilité d'accéder assez facilement actuellement. Et on a 2 ans pour la faire. Du coup, on a largement la possibilité. Du coup, le numéro du poste de ta subdivision d'origine, il n'a pas, comment dire, de poids sur le choix. Au contraire, pour réaliser ton stage dans l'option, alors finalement, pour l'instant, il n'existe pas de stages agréés pour l'option. Presque tous les stages, ils sont envisageables, c'est juste de se renseigner. Et par contre, il y a effectivement des villes qui ont plus de stages en option de l'administration qu'autres. Je ne sais pas, Cynthia. Ouais, je vais juste rajouter un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Mais oui, pour l'option, en plus, cette année, il y avait il y avait une ville où il n'y avait qu'un seul poste et il y en a 2 qui ont postulé. Et en fait, le jury est roi. Du coup, ils ont vraiment Oui, je pense facilement que pu c'est Marseille. accepter les 2. C'est ça. Ouais. Et puis pareil que le FST, ça peut s'anticiper avec le coordo et tout. Et en plus, là, vu qu'il n'y a qu'une autre spécialité, bon, bah voilà, s'il y en a 2 de la même promo qui sont intéressés, et bah ouais, à l'avance, vous vous arrangez pour qu'il y ait 2 postes. C'est ça, juste qu'effectivement, l'option, c'est comme les FST, les postes, ils sont ouverts à l'avance par arrêté, mais c'est vrai qu'étant donné qu'il s'est ouvert uniquement en santé publique, on n'a plus de possibilité de se gérer et de s'organiser avec notre cordon. Il n'y a pas les autres spé qui viennent intervenir. Et je voulais juste compléter pour la question de tout à l'heure, pour les personnes qui ont envie de choisir une ville, on peut avoir envie de choisir une ville pour des raisons personnelles et avoir peur qu'il n'y ait pas le bon master, etc. Il y a des masters qui se font en distanciel. Il y a par exemple un master classique d'épidémio qui se fait majoritairement en distanciel depuis Paris. Et il y a aussi des masters où en fait c'est 1 semaine par mois ou quelque chose comme ça. Donc je sais que certains ont fait des masters 2 sans changer de ville avec des déplacements, du coup des déplacements ponctuels, mais sans avoir besoin de passer plusieurs mois dans une autre ville que la leur. Même si c'est un peu une minorité des masters qui fonctionnent comme ça. Le master promotion de la santé va fonctionner comme ça avec des regroupements ponctuels dans l'année. Merci, Cynthia. Je vois qu'il y a un autre, il y a la dernière question sur où trouver l'enregistrement de ces soirées. Alors, je pense sur le chaîne YouTube du CLISP, mais on n'a pas encore défini. Du coup, on va publier en tous les cas sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, où trouver l'enregistrement. On va juste s'organiser. Et oui, Salomé vient de mettre le chaîne, du coup, très probablement sera là. On va juste s'organiser au niveau du bureau. Mais il sera disponible bientôt. Ouais, vous pouvez retrouver sur cette chaîne déjà quelques vidéos, notamment les 2 premières interviews si vous les avez ratées. Et la 3e qui va arriver. Et dès que le replay sera dispo, on vous le postera et on vous préviendra. Et je peux vous assurer que la 3e vidéo sera vraiment super puisqu'on l'a tournée hier. Et c'est une médecin qui est un peu plus avancée dans son parcours et qui dit des choses vraiment très intéressantes sur la posture du médecin de santé publique, etc. Merci, Cynthia. Du coup, on doit attendre juste... Non, hier, vous l'avez tournée, alors elle ne va pas sortir tout de suite, mais on attend. Elle sortira pas ce dimanche-là, mais normalement le dimanche d'après, si tout se passe bien. Parfait. Save the date, alors, on dit ça.
je vois que Cécile a laissé son contact. S'il n'y a pas des autres questions, je vous remercie. Je remercie les futurs internes qui ont posé toutes les questions et c'était très agréable d'avoir un échange. Je remercie tous les internes, notamment les intervenantes et toutes les personnes qui ont répondu. Comme vous voyez, c'est un aspect très actif où les internes sont très impliqués dans l'associative. Et on a déjà fait la pub pour notre site où retrouver toutes les infos. Je vous invite, une fois que vous avez choisi la santé publique, à vous rapprocher rapidement de votre référent parce qu'on va organiser un séminaire d'accueil des nouveaux internes en octobre. Les dates ils sont déjà fixées. Il sera les 10 et 11 octobre. Exactement, 10-11 octobre. On va attendre à Paris pour parler ensemble encore de santé publique, de maquette et surtout pour se rencontrer, se connaître. Ouais, réservez vos dates, même si vous hésitez un petit peu, parce que c'est vraiment l'occasion de rencontrer votre promo. Ils vous présenteront aussi différents domaines. C'est vraiment un très bon séminaire pour commencer votre internat de santé publique. Donc, si c'est le 10 et 11 octobre, réservez votre 10 et 11 octobre. Tout à fait. Et en plus, c'est quand même un séminaire offert par le bureau avec une soirée qui permet vraiment de créer la cohésion et de se connaître parmi les internes. Du coup, voilà, ça et vraiment et des internes parisiens qui vous hébergent dans leur palace. Également. Si je peux me permettre très rapidement, si jamais vous voulez plus d'enseignements et même rencontrer des internes directement, il y a encore des apéros infos qui se déroulent d'ici la fin du mois d'août. Pour Bordeaux, par exemple, c'est vendredi. Je crois que Paris, vous le faites demain, non? C'est pas ça? Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres sur la fin de semaine. Ouais, il y a Lyon aussi. Ouais, il y aura demain, ce sera Nantes, Grenoble, Paris et Lille. Et vendredi, ce sera Bordeaux et Lyon. Je connais tout par cœur. Salomé est responsable comme tu précises. En tous les cas, justement, merci Kylian d'avoir rappelé ça. Vous trouvez tous les infos sur les réseaux sociaux du CLISP. Du coup, vous pouvez aller chercher s'il y a des autres apéros, des autres villes qu'on a oubliées et par erreur. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter les référents parce qu'ils sont là pour vous, pour vous expliquer et aussi pour vous conseiller. Ce n'est pas forcément de capturer pour notre subdivision, mais c'est vraiment juste pour parler de notre particularité et vous aider à choisir. Je vois s'il y a encore... et comme il disait Cynthia, effectivement, il y a aussi les régions, du coup, il y a des cours régionales, des dynamiques régionales également qui vous permettent de faciliter le choix. D'accord, je vois que tout le monde est en train de partir. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite bonne soirée et à bientôt à Paris, au SANI. Merci. Carola, ça te gêne si on garde le... Je dois parler avec Cynthia. Est-ce que ça te gêne si on garde Non, nous, on paye notre